Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la lecture du conte de Noël d'Oji Rain, je ne sais pas si on dit Oki ou Oji, de Paul Auster. Un petit livre très mince qui m'avait bien plu. C'est parti. Je tiens ce récit d'Oji Rain comme il n'y fait pas très bonne figure, en tout cas pas aussi bonne qu'il le souhaiterait. Il m'a demandé de ne pas citer son vrai nom. À part cela, toute l'histoire du portefeuille perdu, de la vieille aveugle et du repas de Noël est décrite ici telle qu'il me l'a racontée. Il y a maintenant près de 11 ans que nous nous connaissons, Oji et moi. Il travaille derrière le comptoir d'un marchand de cigares dans Court Street au cœur de Brooklyn. Et comme cette boutique est la seule où l'on peut trouver les petits cigares hollandais que j'aime fumer, j'y vais assez souvent. Pendant longtemps, je n'ai guère prêté attention à Oji Rain. Il était ce petit homme étrange, vêtu d'un sweatshirt à capuchon, qui me vendait des cigares et des revues. Ce personnage malicieux et blagueur qui avait toujours quelque chose de comique à dire sur le temps, les Mets ou les politiciens de Washington, et ça n'allait pas plus loin. Et puis un jour, voici plusieurs années, en feuilletant une revue dans sa boutique, il est tombé sur un article consacré à l'un de mes livres. Il a su qu'il s'agissait de moi à cause de la photographie qui accompagnait l'article. Et après cela, nos relations se sont modifiées. J'avais cessé d'être pour Oji n'importe quel client. J'étais devenue quelqu'un de spécial.
passant sur le chemin du travail, les mêmes aux mêmes endroits chaque matin, en train de vivre un instant de leur vie dans le champ de l'objectif d'Oji. Dès lors qu'ils me devenaient familiers, je me mis à étudier leurs attitudes, leur façon de se tenir d'un matin à l'autre. J'essayais de découvrir leur humeur d'après ces indications superficielles, comme si j'avais pu leur imaginer des histoires, comme si j'avais pu pénétrer les drames invisibles, dissimulés dans leur corps. Je passais à un autre album. Je ne ressentais plus d'ennui, ni la perplexité du début. Oji photographiait le temps. Je m'en rendis compte, le temps naturel et le temps humain à la fois, et il accomplissait cela en se postant dans un coin minuscule de l'univers que sa volonté avait fait sien, en montant la garde devant l'espace qu'il s'était choisi. Me voyant absorbé dans son œuvre, Oji continuait de sourire avec satisfaction. Puis, presque comme s'il avait pu lire mes pensées, il se mit à réciter un vers de Shakespeare. Demain et demain et demain, murmura-t-il à voix basse, le temps s'avance à pas menus. Je compris alors qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Cela se passait il y a plus de 2000 images. Depuis ce jour-là, Oji et moi avons fréquemment discuté de son travail, mais c'est seulement la semaine dernière que j'ai appris comment il est d'abord entré en possession de son appareil, comment il s'est mis à prendre des photographies. Au début de cette semaine-là, on m'appela du New York Times pour me demander si j'accepterais d'écrire une nouvelle à paraître dans le journal du matin de Noël. Mon premier réflexe fut de refuser, mais mon interlocuteur déploya un tel charme et tant d'insistance qu'à la fin de la conversation, je lui répondis que j'essaierais. À peine avais-je raccroché le téléphone que je sombrais néanmoins dans une panique profonde. Qu'est-ce que je connais à Noël, me demandai-je. Que connaissais-je à la rédaction de nouvelles sur commande? Je passai plusieurs jours dans le désespoir, bataillant avec les fantômes de Dickens, O. Henry et autres maîtres de l'esprit de saison. Les seuls mots contes de Noël évoquaient pour moi des associations désagréables, des débordements hypocrites de bouillie et de mélasse. Dans les meilleurs des cas, les contes de Noël n'étaient que rêves de désirs comblés, contes de fées pour adultes, et pour rien au monde je ne m'autoriserais à écrire des choses pareilles. Et pourtant, comment pourrait-on envisager de raconter une histoire de Noël non sentimentale? Il y avait là une contradiction dans les termes, une impossibilité, une énigme totale. Autant essayer d'imaginer un cheval de course sans jambes ou un moineau sans ailes. Je n'arrivais à rien. Le jeudi, je sortis faire une longue promenade, avec l'espoir que le grand air m'éclaircirait les idées. Juste après midi, je m'arrêtai chez le marchand de cigares pour me réapprovisionner, et j'y trouvai Oji comme toujours, debout derrière le comptoir. Il me demanda comment j'allais. Sans en avoir vraiment eu l'intention,
1972, commença-t-il. Un matin, un gosse est entré dans le magasin et s'est mis à faucher des choses. Il devait avoir 19 ou 20 ans, et je crois que de ma vie je n'ai vu un voleur plus pathétique. Planté devant le rayon des livres de poche, le long du mur du fond, il bourrait de livres son imperméable. Il y avait beaucoup
savait que je n'étais pas son petit-fils Robert. Elle était âgée et un peu gaga, mais pas au point de ne pas remarquer la différence entre un étranger et sa propre famille. Elle était heureuse de faire semblant, et puisque je n'avais de toute façon rien de mieux à faire, j'ai été heureux de lui emboîter le pas. Nous sommes donc entrés chez elle, et nous avons passé la journée ensemble. Cet appartement était une vraie poubelle, soit dit en passant, mais qu'attendre d'autre d'une vieille aveugle qui s'occupe elle-même de son ménage. Chaque fois qu'elle m'interrogeait, qu'elle me demandait comment j'allais, je lui mentais. Je lui ai raconté que j'avais trouvé un bon boulot chez un marchand de cigares. Je lui ai raconté que j'étais sur le point de me marier. Je lui ai raconté 100 belles histoires, et elle faisait comme si elle en croyait chaque mot. C'est bien ça, Robert, disait-elle en hochant la tête et en souriant. J'ai toujours su que les choses s'arrangeraient pour toi. Après quelque temps, j'ai commencé à avoir faim. Il ne semblait pas y avoir grand-chose à manger dans la maison. Et je suis donc allée acheter des masses de trucs dans un magasin des environs. Un poulet rôti, un potage aux légumes, un pot de salade de pommes de terre, un gâteau au chocolat, toutes sortes de choses. Ethel avait quelques bouteilles de vin cachées dans sa chambre. Et nous nous sommes donc débrouillés à nous deux pour nous offrir un repas de Noël très convenable. Le vin nous a rendus tous deux un peu pompettes, je m'en souviens, et après le repas nous sommes allés nous installer dans le salon, où les fauteuils étaient plus confortables. J'ai eu besoin de pisser et je me suis donc excusée, puis rendue dans la salle de bain au bout du couloir. C'est là que l'affaire se corse. Mon numéro en tant que petit-fils d'Ethel était déjà assez dingue, mais ce que j'ai fait après relève de la folie complète, et je ne me le suis jamais pardonné. En entrant dans la salle de bain, j'aperçois contre le mur, près de la douche, une pile de 6 ou 7 appareils photographiques flambant neufs, encore dans leur boîte, de la marchandise de première qualité. Je me dis, ça c'est l'œuvre du frère Robert, une planque pour le butin d'un de ses derniers coups. Je n'ai jamais pris une photo de ma vie, et je n'ai certainement jamais rien volé, mais à l'instant où je vois ces appareils entassés dans la salle de bain, je décide que j'en veux un pour moi, juste comme ça. Et sans un instant d'hésitation, je me fourre une de ces boîtes sous le bras avant de retourner au salon. Je ne peux pas avoir été partie plus de 3 minutes, mais pendant ce temps-là, Mémé Ethel s'était endormie dans son fauteuil. Trop de Chianti, je suppose. Je suis allée faire la vaisselle dans la cuisine, et elle a dormi malgré tout ce chahut en ronflant comme un bébé. Je ne voyais pas l'intérêt de la déranger, et j'ai pris le parti de m'en aller. Je ne pouvais même pas lui écrire un mot d'adieu puisqu'elle était aveugle, et je suis simplement partie. J'ai déposé le portefeuille de son petit-fils sur la table, ramassé l'appareil photo et quitté l'appartement. Et voilà, l'histoire est finie. Es-tu jamais retourné la voir, demandai-je. Une fois, répondit-il, 3 ou 4 mois plus tard environ. Je me sentais si moche d'avoir volé cet appareil que je ne m'en étais même pas encore servi. Je me suis enfin résolue à aller le rapporter, mais Ethel n'était plus là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Quelqu'un d'autre s'était installé dans l'appartement, et il n'a pas su me dire ce qu'elle était devenue. Elle est sans doute morte. Oui, sans doute. Ce qui veut dire qu'elle a passé avec toi son dernier Noël. Je crois que je n'y avais jamais pensé de cette façon. C'était une bonne action, Oji, c'était bien ce que tu as fait pour elle. Je lui ai menti, et puis je l'ai volée. Je ne vois pas comment tu peux appeler ça une bonne action. Tu l'as rendue heureuse, et de toute façon c'était un appareil volé. Ce n'est pas comme si tu l'avais pris à son vrai propriétaire. Tout pour l'art, hein, Paul. Je ne dirais pas ça, mais du moins tu en as fait bon usage. Et maintenant tu as ton compte de Noël, non? Oui, répondis
Si on ne peut pas partager ses secrets avec ses amis, quel genre d'ami est-on? Je suis ton obligé. Tu ne me dois rien. Contente-toi de l'écrire tel que je te l'ai